Bonjour, bonjour, bienvenue dans les chroniques d'une campagnarde au Japon. Vous êtes sur Radio Dragon, 104.4 et 96.8. Ce deuxième épisode, je l'ai intitulé Hanokuni. Pourquoi ? Parce que ça signifie « ce pays ». Parce que la dernière fois, j'avais commencé par introduire le Japon et j'avais résumé mon rapport à ce pays. Cette semaine, je vais approfondir, d'une part, la géographie et d'autre part, l'histoire du pays. Parce que ça va servir pour comprendre plusieurs aspects qui ont fait du Japon ce qu'il est aujourd'hui. Alors, pour le Japon en général, si je devais présenter le pays d'une manière factuelle, je dirais « Le Japon est à 10 000 km d'ici, et y aller représente plus d'une dizaine d'heures d'avion. C'est une île dont la superficie est à peu près moitié moins importante que la France. 377 000 km² pour le Japon, 630 000 km² pour la France. Et si on compare la population de la France et du Japon, il y a 2 fois plus d'habitants. Au Japon, bien sûr. Et dit comme ça peut faire un petit peu peur d'y aller. On se dit qu'un pays si loin ne peut être que très différent, peut-être trop différent. Et quand quelque chose ou quelqu'un est très différent, souvent, on n'a pas envie de perdre son temps à le comprendre. Croyez-moi, j'en sais quelque chose. Je sais qu'il est parfois plus simple d'écouter les reportages télé sur le Japon ou d'écouter ce que les gens disent. Sauf que la plupart du temps, c'est tronqué, confus, voire carrément mensonger. Et je ne vais pas vous le cacher, c'est quelque chose qui m'irrite un tout petit peu. Ça fait 6 ans que j'étudie la culture japonaise et certaines de mes croyances se sont avérées, et bien sûr, d'autres non. Et malgré les années, des bêtises, j'en entends toujours. Et on en dit tous des bêtises. Mais en ce qui concerne le Japon, j'ai envie que nous en disions moins. Et c'est pour ça que je vais prendre le temps d'expliquer ma passion dans ces 9 épisodes restants. J'essaie d'en apprendre tous les jours un peu plus sur le Japon, parce que pour moi, un jour où je n'ai pas appris quelque chose est un jour perdu. Donc, dans Hanokuni, je vais d'une part présenter le Japon avec sa géographie. Et j'aimerais tellement pouvoir vous montrer des belles photos, mais on est à la radio. Et dans une seconde partie, je vais vous parler d'histoire, parce que l'histoire, c'est la culture, et c'est pour ça qu'on est là. Comme je suis une Française qui vous parle du Japon, j'ai décidé de choisir pour commencer un poème qui fait l'opposé, c'est-à-dire une Japonaise qui parle de la France. Yosano Akihako est une poétesse de la première moitié du XXe siècle, 1878-1942. Elle avait des écrits audacieux et elle a fait beaucoup pour le féminisme au Japon. Elle est très connue pour ses tanka. C'est une des plus anciennes formes de poésie du Japon et la structure est de 31 syllabes disposées en 5-7-5-7-7. Quand elle est allée en France, elle a donc écrit ses tanka et voici un qui m'a beaucoup plu. Ah Satsuki, Furansu no no wa, hi no hirosu, kimi mo kokuriko, ware mo kokuriko. Satsuki, c'est le 5e mois du calendrier lunaire, donc anciennement comme ça que l'on appelait le mois de mai. Furansu, c'est la France, bien sûr. No, ce sont les champs, donc, si on lit les deux, les champs de la France. Et hi, c'est le feu. Hiro, la couleur, donc hi no hiro, c'est la couleur du feu. Kimi, c'est toi. Mo, aussi. Et kokuriko, c'est le nom d'une fleur. Le coquelicot. Bravo à tous ceux qui auront deviné. Et le dernier vers, c'est ware, moi, mo, encore aussi, et kokuriko, une répétition pour le rythme. Ce qui nous donnerait quelque chose comme oh, nous sommes en mai, ils ont la couleur du feu, les champs de la France, toi, tu es un coquelicot, moi aussi. Ah Satsuki, furansu no no wa, hi no irosu, kimi mo kokuriko, ware mo kokuriko. On va laisser un peu la nature et les champs de fleurs de côté pour le moment et s'orienter sur un Japon du point de vue plus géographique. J'espère que vous savez tous placer le Japon sur une carte. Ah, non, j'ai oublié, il y a encore des gens qui pensent que c'est une province de la Chine. Alors le Japon, c'est dans le Pacifique, au sud de la Chine et juste au sud de la Corée. Si on prend un planisphère d'orientation européenne-centrée, comme nous l'utilisons la plupart du temps, à l'est du Japon, il y a le bord de la carte. Mais sur un globe, vous avez les États-Unis. Et si je précise ça, c'est parce qu'il est intéressant de remarquer que les Japonais n'utilisent pas le même planisphère que nous, les Français. Quand on y réfléchit bien, ça serait stupide de mettre la France au centre du monde lorsqu'on n'est pas français. Et oui, tout est une question de point de vue. Les Japonais utilisent une vue du monde où le Japon est au centre, l'Europe à l'ouest et les États-Unis à l'est. Tous les pays font la même chose. Le Japon, c'est pas super grand quand on compare à la Chine, et puis même à la France d'ailleurs.
Ce qui est curieux, c'est que la distance nord-sud d'un pays à l'autre est assez comparable. Si on superpose la France et le Japon, ça nous donne 973 km nord-sud pour la France et 3300 km pour le Japon. Mais le Japon est beaucoup plus étroit que la France. 1084 km pour la France, ce qui explique l'hexagone presque parfait, et pour le Japon, on atteint un maximum de 400 km de largeur. La grande différence entre le Japon et la France, c'est que la France est rattachée au continent, et le Japon est un archipel. Donc, au milieu de l'eau. C'est le principe d'un archipel. C'est assez important pour expliquer la culture japonaise, on verra plus tard. Parce que si on y réfléchit bien, on a l'impression que le Japon est tout petit par rapport à la Chine, mais le Japon, c'est quand même 18 000 km de côte pour les 4 îles principales seulement, comparé à la France qui a seulement 4 000 km de frontières pour la France métropolitaine. Si on compte la totalité du territoire, la France c'est 4 171 km de frontières, alors que le Japon possède presque 34 000 km, ce qui est énorme. Et c'est important parce qu'on sait qu'avec toutes ces petites îles, ça peut donner lieu à des conflits, notamment avec la Chine et la Russie. J'aime bien comparer la latitude des villes pour qu'on se rende compte. Vous savez que le 45e parallèle passe vers chez nous, un peu plus au nord de Bordeaux. Eh bien, il passe aussi au Japon, tout à fait au nord. Le nord du Japon est au niveau de Lyon, et le sud, c'est le désert marocain. Au niveau du climat et des températures, il y a encore un gros cliché qui persiste, je sais pas pourquoi, sans doute parce que c'est loin, donc les gens se font des films, mais le Japon ce n'est pas du tout un climat tropical. C'est pas l'Inde, hein. Ce n'est même pas subtropical dans la plupart du pays. Toutes les îles principales ont un climat tempéré, comme chez nous en fait. Le climat est continental au centre, et tout au sud, subtropical. Les températures sont donc pas loin des nôtres. Dans le nord, ça va de moins 10 à 25 degrés. Vers Tokyo, au centre, ça va de 0 à 35 degrés, et à Fukuoka, de 5 degrés à 40 degrés. Pour toutes les autres îles dans le sud, au climat subtropical, c'est 25 degrés à 40, voire plus. Il y a un côté océan Pacifique et mer intérieure, donc ça donne des climats assez différents. Et pour la petite histoire, quand on m'a dit « Ah, tu pars en été ? Il fait chaud à Tokyo l'été !» Je me suis dit « Oui, bon, la chaleur, c'est rien ne me fait peur. » Haha, j'étais si naïve. J'ai pas tellement ressenti l'humidité en réalité, je ne me suis pas sentie oppressée, mais j'ai eu chaud, tellement chaud. Et croyez-moi, par 40 degrés à Tokyo, il n'y a plus de place à la féminité, la classe, l'élégance, tout ça, ça disparaît. Vous devenez une sorte d'incarnation de la sueur. Mais heureusement qu'il y a des climatiseurs, sinon ça serait invivable. Et en vrai, ce qui m'a rassurée quelque part, c'est que je voyais des femmes magnifiques au Japon, suer comme des petits gnous. Ça vous rassure. Donc voilà, je ne conseille pas du tout de partir au Japon en été si vous avez le choix. Il fait vraiment très chaud, mais en vrai, quand on connaît l'été grenoblois, on n'a rien à envier au Japon. À propos de l'altitude, anecdote spéciale pour les alpins, il y a cet endroit qui s'appelle les Alpes japonaises. C'est une chaîne de montagnes qui traverse le pays du nord au sud sur l'île principale. Et il y a des endroits qui ressemblent vraiment aux Alpes françaises, et c'est vraiment très beau. Le plus grand lac est le lac Biwa, 770 km². Le plus grand lac chez nous, à titre de comparaison, c'est le lac Léman. C'est un peu triché, parce que sur 578 km², il y en a 234 en France. Ce qui est très sympa, c'est que le Japon est à la fois montagneux et au niveau de la mer, donc le point culminant semble s'élever tout seul au milieu de l'eau. Comme on est dans la campagne alpine, n'est-ce pas, on me demande toujours quel est le point culminant du Japon. Je sais que vous aimez bien les montagnes, donc je vais vous le dire, le point culminant est le mont Fuji. En japonais, Fujisan. San, c'est l'idéogramme de montagne, donc on ne peut pas dire mont Fujisan. Ça ne veut rien dire. Choisissez entre mont Fuji ou Fujisan. Donc, le mont Fuji culmine à 3776 mètres. À titre de comparaison, le plus haut sommet de France, le Mont Blanc, est à 4806 mètres. Et il y a de quoi faire au Japon, il n'y a que ça de la montagne, 70% du territoire. La plupart du temps, ça rend le territoire complètement inhabitable. Le fait que ce soit très montagneux, ça force aussi la population à s'amasser à des endroits et en éviter d'autres. Et donc, ça pousse des inégales répartitions de population. Et donc justement, cette inégale répartition de population est très visible à la capitale, qui est Tokyo. Oui, Tokyo. Celui qui a dit Shanghai, non. Et donc Tokyo, c'est 37 millions d'habitants si on compte le Grand Tokyo. Donc, avec la banlieue, Tokyo est la plus grande ville du monde. Le Grand Paris, c'est 7 millions d'habitants. Si on compte les villes restreintes, c'est 2 millions d'habitants pour Paris, et pour Tokyo, 9 millions.
Je sais pas du tout si vous réalisez ces chiffres. À titre de comparaison, la moitié de la France réside dans le Grand Tokyo. Je sais ce que vous allez dire, mais ça doit être invivable. C'est comme en Chine où les gens sont entassés les uns sur les autres. Alors j'en reparlerai dans un prochain épisode sur la vie quotidienne au Japon, mais c'est pas si invivable que ça. Et le fait qu'il y ait énormément de population à Tokyo n'est pas du tout oppressant. Moi qui aime pas spécialement quand il y a vraiment beaucoup de monde, le vrai problème qui se pose, c'est que le Japon est dans une situation de macrocéphalie urbaine. La première mégalopole, donc, c'est la région de Tokyo, Yokohama, Kawasaki, jusqu'à Saitama, toutes les villes autour de Tokyo. Donc, c'est le Grand Tokyo que je viens d'évoquer. La secondaire urbaine, qui est aussi connue, c'est celle de Keihanshin, donc Osaka, Kyoto, Kobe, dont on a tous entendu parler, 19 millions d'habitants. La troisième, c'est Chūkyō, autour de Nagoya, 9 millions d'habitants. Donc, si on prend les 5 plus grandes villes du Japon, Tokyo, 9 200 000, Yokohama, 3 700 000, Osaka, 2 690 000, Nagoya, 2 millions, Sapporo, 1 900 000, et, comparé aux 5 plus grandes villes de France, Paris, 2 millions, Marseille, 860 000, Lyon, 500 000, Toulouse, 470 000 et Nice, 340 000. C'est ridicule! Bilan, pour le Japon, Paris est une petite ville. Fukuoka, où j'ai résidé 10 mois, c'était une petite ville de second plan, comme on pourrait parler de Grenoble quand on est parisien, sauf que Fukuoka, 1 500 000 habitants. Avant de partir dans une autre forme de géographie, c'est-à-dire les paysages, on va passer une musique qui est encore du enka, une chanson d'amour classique. Il y a de la pluie, parce que la pluie, la neige, ça rend triste et nostalgique, et la chanson s'appelle Tomarigi, chantée par Sachiko Kobayashi.お酒でごまかすこの寂しさをつまびく夜風が目にしみる枯れた女の泊まり木をせめてもう一度抱きしめて一人じゃ寂しい眠れない離れて暮らせば他人と同じ幸せこぼした身が悲しい弱い女の泊まり木をあなたその手で包んでよ他には何も欲しくない
Le Japon, c'est une île, enfin un archipel plutôt. Il y a 4 îles principales, et ces 4 îles représentent 95% du territoire. Dans la réalité, il y a 6852 îles. Ça ne comprend pas que des grandes îles, il y a aussi ce que j'appelle couramment des cailloux. Ces 4 îles sont divisées en 8 grandes régions. La plus connue, c'est Kanto, la région qui comprend Tokyo et les villes alentours. La seconde, plus connue, c'est Kansai, la région de Kyoto et Osaka. Je ne vais pas vous les citer toutes, mais il y a aussi 47 préfectures. C'est un peu l'équivalent des départements en France. Et il y a seulement 1799 villes. Alors qu'en France, on a 36 681 communes. Et donc, je vais faire une petite visite du territoire, du nord au sud. Si on part du nord, la première île, la plus septentrionale, est celle d'Hokkaido. Littéralement, Ho, le nord, Kai, la mer, et Do, le chemin. Donc, chemin de la mer du Nord. C'est une région, une île et une préfecture, tout ça à la fois, puisqu'elle a été rattachée plus tardivement au pays. À l'origine, c'était le pays des Ainu. La plus grande ville est Sapporo, qui est connue, un peu comme Grenoble, pour avoir abrité les Jeux Olympiques d'hiver en 1972. Il ne faut pas oublier que c'est pas loin de la Sibérie, et pour l'anecdote, à chaque fois que je prononce le nom de Grenoble au Japon, Gurunoburu en japonais, les gens connaissent grâce aux Jeux Olympiques, et à chaque fois on me fait « Ah, Gurunoburu Olympics !» Ah, Grenoble, les Jeux Olympiques. Et à Hokkaido, le territoire est très grand. Et comme il y a beaucoup de fermes, il y a beaucoup de gens qui vont faire du woofing. C'est-à-dire, ça vient de woof, qui est un sigle, non, c'est pas le bruit du chien, hein, c'est un sigle qui veut dire Working Weekends on Organic Farms. Donc l'expression parle d'elle-même, c'est le fait de faire des travaux de ferme en échange d'un logement et d'une vie chez l'habitant le week-end. Et ça permet de découvrir la culture et la vie dans un pays, et c'est assez sympa, c'est une bonne idée en soi. Hokkaido est aussi connu pour la nourriture, le beurre d'Hokkaido par exemple, et comme il a des terres cultivables, beaucoup de légumes, de la viande, des œufs, donc c'est aussi très réputé pour les produits locaux, et la bière du nom de la plus grande ville, la Sapporo. Hokkaido, c'est aussi de très beaux endroits naturels, des parcs nationaux, des sources chaudes naturelles. La seconde ville la plus connue est sans doute celle d'Hakodate, avec sa forteresse en forme d'étoile. L'événement le plus connu, c'est le festival de la neige de Sapporo, où en février, chaque année, les Japonais viennent faire des sculptures de neige de toute beauté, avec des châteaux, des personnages plus vrais que nature. Mais n'ayez crainte, si vous voulez y faire un tour en été, c'est aussi très connu pour ses magnifiques champs de fleurs. Au niveau de la place sur la carte, c'est 20% du territoire, mais seulement 5% de la population. Donc, inutile de préciser que tout le reste, c'est des terres sauvages à explorer. Mais aussi l'Eldorado des sports d'hiver, il peut faire jusqu'à -12. Ceci dit, il y a une petite ville en France, pas loin d'ici, on va pas jalouser, parce que moi je me souviens d'une année où j'étais au lycée par -15. Ensuite, nous avons l'île au centre, la plus grande, qui s'appelle Honshu. De Hon, principale, et Shu, province, donc la province principale. Et c'est là où se trouve Tokyo, et plus au sud, Osaka, Kyoto ou encore Hiroshima. C'est à la fois l'île la plus importante de par sa taille, mais aussi de par sa popularité. Là où est la capitale et là où sont les lieux les plus touristiques du pays. Elle représente 60% du territoire. Comme c'est très grand, il y a vraiment de tout. Un climat océanique, comme un climat de mer intérieure, et il y a même une région désertique où on peut faire du chameau. Au nord de Honshu, il y a des préfectures peu connues, parce qu'en général elles sont plus naturelles que citadines et donc moins populaires chez les touristes. Aomori, où se déroule le magnifique festival avec des lanternes de plusieurs mètres en forme de guerrier par exemple. Ensuite Akita, la préfecture d'où viennent les chiens japonais Akita. Iwate, Miyagi, Yamagata, qui sont des préfectures connues pour leurs sources chaudes, les rizières, les forêts, bref, la nature sauvage. Lorsqu'on descend un peu plus, on a la préfecture de Fukushima. Et normalement, ça doit vous parler si vous n'avez pas vécu dans une grotte ces dernières années. Fukushima, c'est très grand. Il faut savoir que c'était le grenier du Japon. C'était très connu pour ses fruits et légumes et aujourd'hui, plus personne n'en veut. Et dans les gares, il n'est pas rare de voir des stands fruits et légumes de Fukushima et ça fait vraiment énormément de peine. On peut très bien aller dans Fukushima sans être à l'endroit où la centrale a explosé. Juste à côté de Fukushima, il y a la préfecture de Niigata, très connue pour ses fruits de mer, Ibaraki, Tochigi et Gunma, qui sont essentiellement naturels, et on en arrive enfin à Saitama, qui est une préfecture qui a beaucoup de très beaux champs de fleurs, et qui est juste au-dessus de celle de Tokyo. Toute tranquille, avec sa petite baie.
Et un conseil, allez-y parce que c'est vraiment la plus belle ville du monde. Et la préfecture de Tokyo ne comprend pas juste la ville de Tokyo, mais aussi ce qu'on appelle les îles de Tokyo, qui sont absolument paradisiaques, mais aussi accessibles seulement par hélicoptère. Ça me fait réfléchir sur le nombre d'endroits qui me restent à visiter d'ailleurs. Et en un mois, en marchant tous les jours, ça ne suffit pas à faire toutes les choses qu'il y a à faire à Tokyo, croyez-moi. Et pour ceux qui pensent que c'est la ville de technologie en opposition à Kyoto, qui est la ville traditionnelle, encore une idée reçue. À Tokyo, il y a énormément de lieux beaucoup plus calmes, avec des temples, des quartiers avec des maisons en bois. Il suffit de marcher et d'ouvrir les yeux. À côté, on a la préfecture de Chiba. Les gens préfèrent loger là-bas car les loyers sont beaucoup moins onéreux qu'à Tokyo. Et il suffit de prendre un métro pour passer de Chiba à Tokyo. Donc pourquoi pas. Juste en dessous, on a la préfecture de Kanagawa, avec Yokohama, la seconde ville du pays. Ce qui est logique puisqu'elle bénéficie de l'influence de Tokyo. C'est portuaire et c'est vraiment magnifique. Ensuite, on a deux préfectures qui se partagent le mont Fuji. La préfecture de Yamanashi et celle de Shizuoka. Juste, je trouve que le nom de cette préfecture est magnifique, tout autant que le lieu lui-même. C'est l'endroit le plus beau que j'ai vu de ma vie. On voit le mont Fuji et en même temps tous les lacs à son pied. Il y a la péninsule d'Izu, qui est sur fond d'eau turquoise. Un peu plus au nord, on a la préfecture de Nagano, très connue pour le ski et son magnifique château noir, mon second préféré. Ensuite, on a la préfecture de Toyama, Gifu, Fukui, qui sont des petits villages avec des maisons au toit de chaume. Ça sent bien les Alpes japonaises. Ensuite, la préfecture d'Aichi, qui est la ville de Nagoya. Beaucoup d'échanges universitaires là-bas, c'est très sympa, très jeune. On a la préfecture de Shiga, Mie, qui sont très naturelles et surtout spirituelles. Et on arrive à la préfecture de Nara, qui est très connue. Nara est une des anciennes capitales du pays. Il y a un parc avec des cerfs japonais en liberté. Et juste à côté, on a évidemment la préfecture de Kyoto, avec la ville éponyme, qui est la ville préférée des Français. Ai-je besoin de présenter Kyoto? Je ne pense pas. Et donc, du coup, juste à côté, on a la préfecture d'Osaka, qui est aussi très connue. Osaka est au Japon ce que Marseille est à la France. C'est un peu la ville jeune, on va dire, avec les boîtes de nuit, tout ça, c'est une autre mentalité que Tokyo. On approche du sud avec la préfecture de Wakayama, avec des cascades à couper le souffle. Ensuite, on a la préfecture de Hyogo, avec la ville de Kobe, que tout le monde connaît aussi, j'espère, et aussi celle de Himeji, avec le château blanc. Le plus beau château du monde, c'est pas discutable, c'est le plus beau château du monde, je le dis. Certains vous diront qu'il ressemble à l'envol du héron blanc. Et c'est totalement vrai, en tout cas, il en a la beauté et l'élégance. Ensuite, sur la petite corne avant le Kyushu, on a la préfecture de Tottori, sur laquelle on a recréé des dunes et on peut donc y faire du chameau. Et c'est comme si on était dans le désert, mais au bord de la mer, c'est magnifique. La préfecture d'Okayama avec un château, c'est très historique. Ensuite, on a Shimame, Hiroshima, qui a une grande part d'histoire un peu plus récente, malheureusement, et c'est quand même une préfecture qui est très prisée des touristes. Et la dernière préfecture, c'est Yamaguchi, avec son temple dans la montagne et son poisson fugu. Vous l'aurez compris, il y a vraiment beaucoup à faire sur celle-ci, et avant de passer au Kyushu, on va faire une pause avec une musique. Je suis assez fière de moi, j'ai trouvé la musique parfaite. Je voulais que ça parle de Tokyo, et effectivement, elle est sortie cette année, avant les JO, et ça parle du coup des JO avec les conducteurs de pouce-pouce. Au Japon, on ne dit pas pouce-pouce, c'est plutôt réservé au reste de l'Asie. On parle de chafeux. Et ce sont des conducteurs de chafeux qui montrent leur travail au quotidien en faisant d'incroyables pirouettes. La chanson s'appelle Tokyo Rickshaw.雨とともにただひたすら駆け抜ける夢を背負い明日を生きる男一文字これが男道喧嘩は江戸の花どうせ散るなら鮮やかに男人生一度きり大きな花を咲かせましょう明
大地潮が騒ぐ風心震わす時がある後には引けぬ腹をくくれば決めた道だと背で語るああ俺の道風と共に命を燃やす男道義理と人情あど根性波乱万丈ああ俺の道雨と共にただひたすら駆け抜ける夢を背負い明日を生きる男一文字これが男道生まれ育ちもした町の仁義の熱い伊達男俺の背中についてこられりゃ男舞台を見せてやるああ俺の道風と共に大地踏みしめ男道汗と涙流す背中をあるがままにああ俺の道雨と共に春夏秋冬駆け巡る夢を背負い明日を生きる男一文字続け男道風と共に命を燃やす男道義理と人情あど根性波乱万丈ああ俺の道雨と共にただひたすら駆け上がる夢を背負い明日を生きる男一文字これぞ男道L'île suivante est celle qui termine le Japon, la plus méridionale. Au sud-ouest donc, c'est l'île de Kyushu. Kyu, 9, et Shu, province. Parce qu'avant la création des provinces actuelles, il y avait 9 provinces. Elle était considérée comme le berceau de la civilisation japonaise. La première préfecture est celle de Fukuoka, avec sa ville éponyme. J'aime bien parce que j'y ai passé 10 mois à l'université Sennan Gakuin. Il y a un front de mer dominé par la tour de Fukuoka. C'est magnifique, je sais que je dis beaucoup magnifique, mais c'est vraiment magnifique. Il y a aussi le quartier de Hakata, avec ses centres commerciaux, c'est une ville vraiment agréable. Ensuite, on a la préfecture de Saga, où il y a des villes entières reconstituées comme les premières civilisations, pour voir comment vivaient les premiers japonais à cet endroit. Ensuite, la préfecture de Nagasaki, qui est morcelée. La ville de Nagasaki a un magnifique golfe, et c'est une des plus belles villes que j'ai jamais vues. En plus, elle a le festival des lanternes chinoises en février. Une fois de plus, c'est magnifique. La préfecture d'Oita, qui est très connue pour ses sources chaudes naturelles, comme dans la ville de Beppu. Ensuite, la préfecture de Kumamoto, où le château a malheureusement été détruit dans le dernier séisme. La préfecture de Miyazaki, très naturelle, avec des cascades. Et la préfecture de Kagoshima, qui termine le sud du Japon, avec une ville qui a vue sur un volcan. Pour les 4 îles principales, il ne nous reste plus que Shikoku, la plus petite île et la moins habitée. Beaucoup plus naturelle et pas du tout touristique. Sauf pour les gens désirant faire le pèlerinage qui va dans les 4 dernières préfectures. Les préfectures de Kagawa, Ehime, Tokushima et Kochi, qui sont à dominante rurale mais avec des paysages spectaculaires,
avec un pont gigantesque qui les relie à l'île principale. Il y a une autre petite île connue pour son climat paradisiaque, ses paysages incroyables, sa mer turquoise et son sable blanc qui nous rappellent Hawaï, un Hawaï japonais, mais avec un côté américain et un autre aspect d'influence chinoise. Parce qu'avant, c'était un royaume appelé Ryukyu que les Japonais ont colonisé. Donc, Okinawa, c'est une île très dépaysante du reste du Japon. Et croyez-moi, parfaite pour des vacances. Ah, et il y a aussi le second plus grand aquarium du monde avec des requins-baleines dedans. Si ça vous convainc pas d'y aller, je ne sais pas quoi faire. Je vais pas faire les 7000 îles, bien évidemment, mais sachez qu'il y a le côté mer intérieure, le côté pacifique de la mer des Philippines, et même, comme le territoire est très morcelé entre les îles principales, il y a des îles absolument partout. Ce qui permet au Japon d'avoir une zone d'influence considérable. Si on ajoute toutes les superficies de toutes les îles, le Japon devient le 62e plus grand pays du monde. Au large d'Hokkaido se trouvent les îles Kuril, sujet de discorde avec les Russes. Le nom des îles pour nous, c'est Kuril. Pour les Russes, c'est Kurilske, je ne sais pas comment ça se prononce, alors qu'en japonais, c'est Chishima, les 1000 îles. Il n'y a pas qu'à cet endroit, il y a aussi les rochers Liancourt pour les Coréens, qui eux les prononcent Dokdo, et pour les Japonais, c'est Takeshima, Take, le bambou, et Shima, l'île, donc l'île du bambou. Ce caillou qui est vraiment pile entre le Japon et la Corée, ça rend les choses vraiment compliquées. Il y a aussi d'autres îles revendiquées par la Chine et Taïwan. En japonais, c'est Senkaku, et en chinois, c'est Tiaoyutaekandao. Bon, je sais pas comment ça se dit, mais bon, c'est quelque chose comme ça en chinois. Mais voilà, tout ça pour dire que les relations des Japonais avec les autres pays sont vraiment compliquées. Pourquoi se battent-ils pour des rochers ? Eh bien, le fait que les îles japonaises soient dispersées, ça permet au Japon d'avoir une zone économique exclusive qui touche presque tous les pays. 4 500 000 km de côte, d'où les conflits avec ses voisins. Et ça, c'est pas vraiment une bonne chose, c'est une forme de colonialisme moderne. Mais la France fait pareil, on essaie de revendiquer des ZEE proches du Canada qui s'ajouteraient au territoire d'outre-mer pour étendre notre influence, et on a 11 millions de kilomètres de ZEE. Donc, ne pas critiquer le Japon pour des choses qu'ils font, alors qu'on fait probablement la même chose. N'oubliez pas, seulement 1/5 du territoire est habitable. Je trouve que le développement de la civilisation japonaise est un tour de force. Il y a 270 volcans au Japon, 190 sont éteints, mais 80 ne le sont pas, d'où les nombreuses éruptions. Je trouve ça incroyable qu'un pays si hostile soit si beau quelque part, et ça le rend aussi tellement varié. Chacune des 47 préfectures a bien évidemment un logo avec des couleurs attribuées, une mascotte, mais aussi un animal, un arbre ou fleur, et je trouve ça magnifique, ce qui témoigne du lien étroit entre les Japonais et la nature. Pour finir la géographie sur une note positive, souvenez-vous qu'il y a une chose que je dis toujours, le Japon, c'est le seul pays du monde que quand on va à un endroit, c'est comme sur une carte postale. Il n'y a pas de mensonge concernant la beauté du paysage. Quand vous allez faire une photo de voyage au Japon, vous verrez, ça sera comme les photos des agences de voyage. Mais t'as déjà tout visité ? Personnellement, je n'ai mis les pieds que dans 12 préfectures différentes. J'avais pas vraiment les moyens de voyager, mais j'aimerais, à l'avenir, les faire toutes, bien sûr. C'est vraiment un rêve de gosse. Et d'ailleurs, je n'ai jamais mis les pieds dans le nord du pays. J'ai fait Tokyo, évidemment, Kyoto, Osaka, Nara, Yamanashi et Shizuoka, autour du mont Fuji, Nagasaki, Saga, Yamaguchi, Fukuoka, Saitama et Okinawa. La prochaine musique, d'ailleurs, m'évoque Okinawa. Je connaissais la musique d'avant, le chanteur joue du shamisen face à la mer, et comme j'aime beaucoup la mer, ça me parlait. Mais quand je suis allée me baigner pour la première fois à Okinawa, cette musique y était diffusée sur la plage. Elle s'appelle Umi no Koe, donc littéralement la voix de la mer. Et elle est chantée par Kiritani Kenta. Te 風の声に耳すませ海
君の声を探してる会えないそう思うほどに会いたいが大きくなってゆく川のつぶやき山のささやき君の声のように感じるんだ目を閉じれば聞こえてくる君のコロコロした笑い声に出せば届きそうで今日も歌ってる海の声に乗せて空の声が聞きたくて風の声に耳すませ海の声が知りたくて君の声を探してるお父ちゃんたとえ僕がおじさんになってもここで歌ってる君だけを思って海の声よ風の声よ空の声よ太陽の声よ川の声よ山の声よ僕の声を乗せてゆけ届くといいね。On va maintenant parler de certains points historiques qui, selon moi, aident à comprendre le Japon d'aujourd'hui. Je pense que la chose qui résume l'histoire du Japon, c'est que le pays s'est successivement ouvert et fermé au reste du monde, ce qui a rendu leur culture si unique. Et quelque part, pour moi, le Japon a gardé cette capacité. Ils sont toujours en train d'améliorer ce qu'ils prennent à l'étranger, que ce soit au niveau économique ou au niveau des produits importés. Contrairement aux Chinois, dont l'économie visait jusqu'à récemment à faire des versions plus bas de gamme et moins chères des produits importés, les Japonais, eux, font des produits de toujours meilleure qualité. Et c'est grâce à ce modèle que les Japonais sont leaders dans tant de domaines. Je vais vous parler de l'histoire en mode raccourci, en insistant sur les points que je trouve importants, mais je ne suis pas du tout professionnelle de l'histoire, je suis d'ailleurs une professionnelle de rien du tout. On estime que le Japon a été habité depuis 100 000 ans avant Jésus-Christ, ce qui fait de ce pays un pays très ancien avec une histoire très riche. J'ai divisé en différentes grandes périodes, ce qui d'ailleurs sont des divisions officielles, c'est pas moi qui les ai faites, et cette première grande période est la période préhistorique du Japon que l'on appelle la période Jōmon. Les premières poteries dateraient de 13 000 avant notre ère, et c'est aussi la formation des premières communautés. Les premières technologies, comme par exemple pour la culture du riz ou la fonte de certains métaux, datent de 400 avant notre ère. La période Yayoi, préhistoire. Comme les populations deviennent sédentaires, l'agriculture s'améliore et les villages comptent de plus en plus d'habitants. On fait des cloches, des colliers. Le Japon bénéficie du savoir-faire de la Chine qui avait déjà à cette époque des intrigues politiques et donc avait des migrations vers le Japon, ce qui facilitait le transfert de technologie.
Et si vous vous demandez comment c'était possible à cette époque, c'est parce que le Japon était presque collé à la Corée par le sud et à la Chine par le nord. Et les 4 îles du Japon étaient reliées par la terre également. La Chine était déjà un puissant empire. Ils appelaient les Japonais wa, avec un idéogramme péjoratif qui voulait dire nain ou plié, pour souligner le fait que le Japon était un pays faible et peu développé par rapport à l'empire qu'était la Chine. Cependant, les Japonais ont tourné ça à leur avantage, en gardant le son, mais en changeant l'idéogramme par un voulant dire paix. Période Kofun, proto-histoire. La période Kofun voit émerger les premières formes de hiérarchie, d'autorité, d'organisation sociétale, d'administration aussi. La période donne son nom aux Kofun, qui sont des tombes visibles un peu partout dans le pays. Curieusement, ces tumulus funéraires ont la forme de serrures et sont toujours visibles de nos jours. Le bouddhisme est arrivé par la Chine et la Corée et vient alors bouleverser le fonctionnement des choses. On établit une première constitution basée sur cette nouvelle religion. Période Yamato Asuka, 538-710. C'est une période politiquement très instable. On commence à prendre le modèle de la civilisation chinoise, très avancée, avec notamment les premiers écrits, et la construction de palais et de temples. La ville de Nara est construite. Le premier empereur, le prince Shotoku, fonde la ville de Naniwa, qui est aujourd'hui Osaka. C'est à cette époque qu'on commence à utiliser le mot Nihon pour désigner le pays. La période Nara, 710-794. La capitale, comme son nom l'indique, est à Nara, pouvoir central des empereurs, ville très importante. Il y a une sorte de retour du dynamisme culturel, on commence à écrire l'histoire pour donner une légitimité aux dirigeants. Et on se base vraiment sur le modèle chinois. Tout, même jusqu'à la construction des villes, les vêtements, les coiffures, absolument tout. Ils envoient aussi tous les 20 ans une ambassade en Chine pour être au courant de tout ce qu'ils font. Ce que les Chinois ont fait avec nous dans les années 80. Période Heian, 794-1085. Enfin, le Japon commence à s'émanciper de l'influence chinoise et se replie pour digérer cette culture. Les Japonais fondent leur propre écriture basée sur celle de la Chine et simplifient beaucoup de choses. J'en reparlerai dans un épisode spécial sur la langue, mais vraiment c'est un moment clé de l'histoire japonaise. Déménagement de la capitale à Heian-kyo, anciennement la ville de Kyoto, modelée elle aussi sur les villes chinoises. Monarchie, grande famille de régents, les Fujiwara. On entre dans une ère beaucoup plus lettrée, rédaction du fameux Le Di du Genji, qui est considéré comme le premier livre. Développement du bouddhisme, même si le shintoïsme, qui est une sorte de chamanisme, continue d'exister. Période Kamakura, 1085-1336. Enfin, à partir du XIIe siècle, on entre dans le Moyen-Âge japonais. C'est aussi appelé le Japon féodal, puisque cette période voit l'avènement de puissants clans samouraïs, et donc de grands conflits entre les Minamoto et les Taira qui mèneront à la guerre du Genpei, mais aussi à l'instauration du premier shogunat, gouvernement guerrier qui fait le contrepoids de l'empereur. Le pouvoir déménage donc à Kamakura, construction du grand Bouddha de Kamakura, développement du bouddhisme zen qui va avec. Il y a aussi un autre grand événement qui va bouleverser le pays et la vision que les Japonais ont d'eux-mêmes, ce sont les invasions mongoles de 1274 et 1281. Les Mongols avaient des volontés expansionnistes et ils voulaient bien évidemment récupérer le Japon. Lors de leur première tentative, les Mongols étaient plus nombreux, mieux armés et mieux préparés que les Japonais. Et pourtant, ils ont perdu. Savez-vous pourquoi ? Parce qu'il y a eu une incroyable tempête qui a détruit leur bateau. La deuxième fois, les Japonais s'étaient préparés, ils avaient construit des murs, mais les Mongols étaient toujours plus nombreux. Et pourtant, ils ont encore perdu. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu un typhon qui a encore décimé leur flotte. Les Japonais se sont dit que leur peuple était élu des dieux, ce qu'on peut comprendre à ce niveau de chance, et qu'ils étaient sûrement protégés par des vents, kaze, divins, kami, donc des kami, kaze. Les Mongols ne sont plus jamais revenus. Période Muromachi, 1336-1491. Nouveau renversement du shogunat de Kamakura par Ashikaga Takauji. Réinstallation du pouvoir à Kyoto. Floraison des arts, puisque c'est une période de paix. Les bourgeois s'ennuient et donc ils écrivent et peignent. Cérémonie du thé. On construit les célèbres temples d'or et temples d'argent à Kyoto. D'un côté plus culturel, le fossé se comble entre les riches et les pauvres, toutes les classes peuvent désormais avoir accès à la culture.
La plupart des arts apparaissent à cette période, comme le théâtre No. Petite pause musicale, comme on est dans l'histoire, je vais encore passer de l'enka. Il s'agit de Sayuri Ishikawa qui interprète Amagigoe avec sa voix venue des cieux. Oh là là, que j'adore cette chanson, sa voix est magnifique. Samazama na ai no katachi, koi no irodori wo 名曲はドラマチックに語ります。まずは美しい伊豆を舞台に激しい女の情念を描ききる石川さゆりの名作から隠しきれない移りがいつしかあなたに染みついた誰かに取られるくらいならあなたを殺していいですか眠られて隠れやつづらおり情念の滝舞い上がり揺れ落ちる肩の向こうにあなた夢が燃える何があってもいいのふらふら燃える火を振りあなたと超えたい天城口を開けば別れると刺さったまんまの割れガラス二人でいたって寒いけど嘘でも抱かれりゃ暖かいわさびざ隠れ道さよしぬれ寒天なし恨んでも恨んでも体があなた夢が燃える戻れなくてももういいのふらふら燃える血を張ってあなたと超えたい天城Période Sengoku, 1491-1573, ou Sengoku Jidai, sachant que Jidai veut dire époque. Sengoku veut dire guerre, joie. Et donc, d'office, vous devinez que ce n'est pas une période joyeuse ni agréable, mais les intrigues politiques sont palpitantes, et c'est aussi la classe guerrière à son paroxysme. Et nous, occidentaux, on aime ça les guerriers. Et donc, apparition des seigneurs de guerre, les daimyo. Les techniques pour se battre évoluent avec les arquebuses apportés par les Portugais. Le pays est extrêmement divisé en petites provinces dirigées par des clans, qui se donnent une guerre continuelle jusqu'à ce que 3 personnages unifient le Japon. Période Azuchi Momoyama, 1573-1603. Période d'unification du pays. Tout d'abord par Oda Nobunaga, le personnage le plus célèbre de l'histoire japonaise, puis par Toyotomi Hideyoshi, et enfin Tokugawa Ieyasu. Les grands châteaux japonais sont construits, comme Himeji et Kumamoto. Période Edo,
1603-1853. Sans doute la plus connue de toutes les époques, le Japon, unifié, est en paix. On installe le pouvoir à Edo, ancien nom de Tokyo. Au début, le commerce avec l'extérieur est encouragé. De peur que les étrangers et l'apport de nouvelles religions soient un frein à l'unification, arrive l'interdiction du christianisme et la persécution des chrétiens. Beaucoup sont massacrés. Fermeture du pays aux étrangers, pas totale, certains, comme les Hollandais, sont toujours autorisés. On appelle la fermeture du pays Sakkoku. Le Japon se développe économiquement, s'urbanise, les arts se développent aussi, comme le kabuki, les estampes, construction de nouveaux temples et châteaux. Le Bakumatsu, 1853-1868. Je crois que c'est l'un des événements les plus incroyables de l'histoire. En 1853, le Commodore Perry arrive dans la baie d'Edo, depuis les États-Unis, avec 4 bateaux. Ils sont appelés Kurofune, en japonais, Black Ships, en anglais, et les vaisseaux noirs, en français. Les Japonais sont terrorisés quand ils voient arriver ces bateaux gigantesques, fruits du développement occidental, surtout quand on les compare aux petits bateaux qu'ils avaient. La vérité, c'est que les USA avaient besoin de passer par le Japon pour leur route commerciale. Ils sont venus et ont demandé l'ouverture du pays. Les Japonais se sont divisés entre pro et anti-occidentaux. Mais quand Perry revint, une année plus tard, l'ouverture fut forcée et un traité fut signé. Ère Meiji, 1868-1919. Ère de modernisation pour le Japon, restauration du pouvoir impérial, il revient à Edo qui devient Tokyo. Enfin, Tokyo devient une ville moderne, chemin de fer, électricité et un vrai système de prélèvement des impôts, beaucoup plus proche du Japon que l'on connaît aujourd'hui. C'est l'ère éclairée. Mais c'est aussi une ère de conquête des pays voisins, de nombreux conflits entre Taïwan, la Chine, la Corée et même la Russie. Ère Taisho, 1911-1926. Mort de l'empereur Meiji. Et surtout, Première Guerre mondiale, sachant que le Japon est toujours en conflit avec ses voisins. En 1923, il y a aussi l'immense tremblement de terre qui détruit Tokyo et Yokohama. Retour aux traditions et vers une fermeture du pays relative. En 1926, l'empereur Taisho meurt et on donne le nom du nouvel empereur à la nouvelle ère. Ère Showa, 1926-1989. Nouvel empereur, Hirohito. Normalement, vous le connaissez. Avec tout ce qui s'est passé, le Japon est faible, donc renoncement aux idées coloniales. À partir de 1937, c'est un climat de Seconde Guerre mondiale et de guerre avec la Chine. Retour d'une politique impérialiste d'expansion vers la Chine. Ils attaquent Pearl Harbor, les Américains demandent aux Japonais de cesser et de se rendre plusieurs fois, puis bombe de Hiroshima et de Nagasaki. Les Japonais finissent par se rendre et accepter de ne plus avoir d'armée. Ils acceptent la constitution dictée par les Américains, et après ça, le Japon est totalement détruit. En 1946, c'est les débuts de la guerre froide. Les Américains autorisent les Japonais à tout mettre en œuvre pour reconstruire le pays. Entre 1950 et 1960, c'est le miracle japonais, une phase de croissance économique très rapide. Le Japon devient la 3e économie mondiale. Dans les années suivantes, la population n'a de cesse de s'accroître. L'industrie explose, les foyers commencent à avoir accès aux voitures qui sont fabriquées dans le pays. La consommation d'énergie explose et le Japon fait construire des centrales nucléaires. Hirohito meurt en 1989, son fils Akihito accède au trône. Ère EC 1989-2019. Nouvelle ère, mais malheureusement, après une période économique favorable, c'est la crise économique. La décennie perdue. Le chômage, le marasme économique, le pays est en berne. D'un autre côté, le Japon a un réel rayonnement culturel vers le monde et devient le second pays exportateur de biens culturels. Vient s'ajouter à ça, en 2011, la catastrophe de Fukushima. Et je m'en souviens, j'ai pleuré devant ma télé ce jour-là. Et même si je sais que c'est horrible, je me suis dit, à ce moment-là, le Japon c'est fini, je ne pourrai jamais y aller. Et quelque part, j'aurais dû être là-bas. Malgré la stagnation économique et la puissance chinoise, on construit la tour Skytree à Tokyo, 2e tour la plus haute du monde. On propose aussi la candidature de la ville de Tokyo aux Jeux Olympiques. Et finalement, l'empereur Akihito abdique. Début d'une nouvelle ère pour le Japon. Le fils d'Akihito, Naruhito, accède au trône. Pour montrer son ouverture et son envie de partager avec les autres pays, il visite une université en France, celle de Grenoble-Alpes, connue pour sa section de japonais. J'étais au Japon, donc j'aurais pu, une fois dans ma vie, avoir la chance de rencontrer l'empereur du Japon. Je n'ai pas pu, car au moment où lui était en France, moi j'étais au Japon. Bref, c'est ainsi que commence l'ère Reiwa, composée des kanji de Rei, beauté, et Wa, harmonie. Et on espère que pour le Japon, ce sera un signe d'une économie prospère et d'un renouveau positif, surtout pour les JO qui arrivent très très bientôt.
Bon voilà, j'ai parlé de la géographie et de l'histoire du Japon parce que c'est important pour comprendre le pays. Si on ne sait pas dans quel pays les Japonais vivent, ni comment l'histoire a pu façonner leur vie et leur schéma de pensée, ça me semble réellement compliqué de comprendre le pays et ses habitants. Le Japon n'est vraiment pas un territoire favorable, c'est un archipel divisé en de nombreuses îles et beaucoup trop de montagnes qui empêchent les populations de se répartir. Donc des villes très développées et des zones rurales complètement délaissées. Beaucoup de conflits avec les voisins et en plus des conditions climatiques dramatiques qui font que le Japon est un pays inhospitalier au possible. Mais du fait que c'est une île, le Japon a tout à fait unique au monde. Ils ont rendu l'isolationnisme successif possible au fur et à mesure des siècles et ça c'est vraiment incroyable. Tantôt le pays s'inspirait des voisins pour s'enrichir culturellement et techniquement, puis il se refermait pour développer sa propre culture. Seulement, le problème, c'est que le pays était quand même au Moyen-Âge quand ils ont été ouverts de force par les Américains. Faut se dire quand même qu'il y avait des guerriers qui coupaient des têtes dans les rues. Et nous, on est arrivés avec nos belles valeurs modernes, donc forcément le choc civilisationnel a été énorme. Et pourtant, le peuple japonais a fait preuve de résilience. Même chose en quelque sorte après la guerre. Croissance incroyable alors que le pays était à terre. Passer d'un pays quasiment entièrement détruit à la 3e puissance mondiale en quelques années, c'est à peine croyable. Pour toutes ces choses, je trouve que le Japon est vraiment un pays incroyable et qu'il mérite réellement qu'on s'y attarde. Merci Cliff pour la technique et à bientôt sur Radio Dragon. Merci Roxane. Vous êtes sur Radio Dragon. À la semaine prochaine.